J'ai pas mal de remises en question professionnelles après la quarantaine, je dirais. On se rend compte qu'on suradapte depuis un certain temps. Alors, Antoine de la Garandrie, ça, je n'ai pas tous voulu faire. Il a juste étudié pendant de nombreuses années les portes d'entrée des jeunes. Et il part du principe, donc il a créé cette typologie que l'on retrouve dans tous ses livres, mais il n'a pas écrit, ne me demandez pas, il n'a pas écrit un livre spécifique. Et cette typologie permet en fait de trouver les portes d'entrée d'une intelligence. C'est-à-dire qu'un jeune, si vous voulez, c'est pas « je ne suis que », je ne vais pas prendre celui-là parce que je ne vous les ferai pas, « je ne suis pas que acteur », je ne suis pas que expliquant. En fait, une intelligence, c'est un tout. Et on a des facettes, c'est un peu comme un diamant. Et avec un jeune qui va bloquer, il va peut-être bloquer ici, mais il va utiliser cette facette-là pour compenser. Mais si moi je lui dis « ah non, non, tu commences par ça », je vais vous les détailler, ça, ceux-là, parce qu'ils sont importants dans le système scolaire. Si je commence par ça, ben lui, il a déjà décroché. Si je commence par ça, c'est celui-là qui est en train de dormir qui va se réveiller ensuite. Je vais vous les détailler parce que dans le système scolaire, c'est très parlant. Et en fonction du jeune, alors attendons, moi je suis enseignante, je ne peux pas multiplier les pédagogies quand j'ai une classe de 36. Mais bon, je peux m'amuser à faire, cette semaine, les jeunes, on va faire de la pédagogie active. Alors lui, il va être super content, génial, super. Lui, il va être largué. Je peux vous dire, ok, là, je vais vous faire du blabla. Vous allez voir le blabla ce que c'est, parce que je vais vous en faire un coup. Il y en a qui vont adorer et d'autres qui ne vont pas aimer. Et du coup, je change mon approche. Mais si je le leur signale, ils vont l'accepter. Alors en fait, il s'agit de renforcer en fait, les façons de chacun. Ça va donner comment gérer mes motivations. Alors je vous fais la première parce que ça parle. Alors là, j'ai donné des cas, parce que je sais qu'on m'a beaucoup demandé de donner des cas, et puis il y a des cas qui sont assez mignons. Bon, la finalité, les moyens, comme vous êtes des adultes, vous le vivez au quotidien professionnellement. La finalité, c'est celui qui est hyper organisé, qui se projette toujours dans un futur. Donc lui, tout est cadré. Et puis son patron, la veille du rendu d'une grande présentation, va lui poser un nouveau dossier à faire. Là, vous êtes tranquille, il part en vrille, c'est pas possible. C'est absolument pas possible, j'avais déjà tout programmé, ça, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui est dans la finalité. C'est quelqu'un qui est obligé, en fait, de se projeter dans un futur qui fonctionne en objectif. C'est-à-dire, comme j'ai l'objectif, je peux faire. Et quand je fais par rapport à un objectif, il ne faut pas que l'on me rajoute des trucs au milieu. Celui dans les moyens, alors vous prenez votre couple aussi, c'est assez sympa, il y en a un qui est hyper organisé. Et puis celui dans les moyens, c'est je vais le faire. Alors, professionnellement, ce sont ceux qui sont à la machine à café et qui se réveillent la veille du dossier à rendre et qui se mettent à travailler toute la nuit. Voilà, parce que eux, la pression, c'est positif, ils travaillent que dans l'urgence. Je vais le faire, c'est celui, vous lui demandez de faire quelque chose, il faut le faire, ok, je vais le faire, et il le fait la veille. Voilà, c'est celui qui fait sa valise au dernier moment. Celui-là, il a fait sa valise depuis 3 semaines, en tout cas dans sa tête. C'est déjà ce qu'il va mettre. Lui, il prépare tout au carré, au dernier moment. Alors, malheureusement, ça donne 2 formes de stress. Celui-là, c'est un stress positif. Ce sont des jeunes qui, souvent, en compétition ou en devoir, sont meilleurs. Parce qu'ils sont sous pression et le temps ne les gêne pas. Celui-là, c'est un jeune qui va être dans la finalité, donc la pression, la durée, le temps, les gêne énormément. C'est un stress qui va être négatif chez lui et donc il va devoir apprendre à le gérer. Il a la chance de fonctionner en objectif, donc il sait toujours où il va. Mais si l'objectif n'est pas réalisable, il va rester sur la ligne de départ. Alors que celui dans les moyens, je pars à gauche, je pars à droite, et en fait il structure sa pensée par petits bouts d'éléments qu'il associe au dernier moment. Donc lui est beaucoup moins stressé. Mais le jour où il est stressé, ça peut arriver quand même. Mais il l'est moins, disons. Celui dans la finalité, énormément. Par exemple, une erreur de celui-là lorsqu'il a un devoir, donc vous pouvez le dire à vos enfants, c'est que dans la finalité, en général, ceux-là, ils aiment bien l'argent, le pouvoir, le résultat, enfin voilà. Ceux-là, ils travaillent plus pour la matière, ça m'intéresse pas. Lui, il travaille pour la note, parce que la note, c'est un salaire. Bon, bah celui-là, il va faire la question qui vaut 12 points dans le devoir. Évidemment. Et si la question vaut 12 points, c'est qu'il y a un problème. Et résultat, il va finir par lâcher prise au bout de 20 minutes, en se disant, mince, il ne me reste plus qu'1 heure pour faire quelque chose. Mais il va continuer à y penser dans son cerveau.
Ce qui fait que les exercices faciles, eh ben, il y aura des erreurs de calcul stupides qu'il n'aurait pas dû faire. Donc je vais vous donner des trucs, parce qu'on m'en a demandé. Dans la finalité, déjà, quand on rentre dans une salle de contrôle, on utilise un brouillon et on fait une sauvegarde. C'est-à-dire qu'on écrit les formules, les trucs un peu sophistiqués, on les met en sauvegarde sur le brouillon. Ce qui fait que si je pars dans mes émotions, parce que ces motivations, ce sont des émotions, si je pars dans mes émotions, donc j'oublie tout, on descend, on n'est plus dans les raisonnements et dans les émotions du limbique, et bien c'est sauvegardé, donc je retrouverai mes formules. L'autre chose, c'est qu'on lit tout le devoir. C'est une vraie gestion. Lui, il s'en fiche, il lit les trucs au fur et à mesure, il fait son travail comme ça. Lui, il lit tout et il choisit les questions qu'il sait faire en premier. Alors normalement, parfois, il faut les faire dans l'ordre. Dans ce cas, il laisse un espace et comme ça, il gratte des points. Il y a même des jeunes, j'ai une jeune là, qui était tellement stressée en première en maths que du coup, elle s'est retrouvée avec des 6 sur 20. Et donc, j'ai exigé d'elle pendant 3 devoirs qu'elle barre la question qu'elle n'arrivera pas à faire. Elle m'a dit non, mais si j'ai le temps de la faire, je la fais quand même. J'ai dit non, je ne la fais pas. Tu la barres. En fait, on met un mini PAI, c'est un projet d'accueil individualisé. Donc, j'ai dit tu la barres, tu ne la fais pas. Et tu verras, tu vas avoir un 14 sur 15. Ben, elle l'a eu. Elle me dit bon, la fois d'après, j'essaie de la faire. Non, tu ne la fais pas pendant 3 fois. Et puis, après, on accélérera le rythme. Mais je veux que tu apprennes à gérer déjà le facile correctement, sans faute. Et après, on réintégrera la question difficile. Quand on est dans la finalité, qu'on est vraiment très stressé, alors en ce moment, j'en ai pas mal parce qu'il y a des bacs blancs de français un peu partout, ils arrivent, et bien, quand on part dans une spirale émotionnelle et qu'on est pris ici, il faut penser à quelque chose que l'on aime. Alors les ados, première, je leur dis non, pas à ta copine qui peut changer, donc c'est assez particulier, mais je leur demande de penser à leur doudou. Et ça marche. En pensant à leur doudou, pendant 2 minutes, je veux le doudou. Alors j'ai des grands garçons qui pensent à leur doudou, et bien, ils vont beaucoup mieux, ils se mettent à sourire, et du coup ils peuvent redémarrer. Ça coupe, si vous voulez, le problème de stress. Bon, ce sont surtout ceux-là qui sont les plus touchés, parce qu'ils me disent je suis bon en général, mais en examen je perds mes moyens, quoi. Alors, le suivant, il est super important pour la compréhension. Malheureusement, la partie expliquante des programmes a été plus ou moins supprimée par la réforme Abi parce que les programmes étaient trop lourds. Un expliquant, c'est un enfant pourquoi. Ça, c'est la galère. Un enfant pourquoi, ça va être plus ou moins fort. Un enfant pourquoi sur le plan quotidien, c'est pourquoi est-ce que je dois ranger ma chambre, pourquoi est-ce que je dois faire mes lacets moi-même, pourquoi est-ce que papa, les voitures roulent à gauche dans un pays, à droite dans l'autre, pourquoi est-ce qu'on doit se laver les mains avant d'aller à la table. C'est assez compliqué. Sur le plan scolaire, c'est encore pire, parce qu'il va me dire pourquoi le verbe s'appelle un verbe. Je commence par le primaire. Super, parce que c'est celui qui fait l'action dans la phrase. D'accord ? Tout le monde pense à Tarzan mange Jen. C'est bon ? Qui c'est qui fait l'action ? C'est Tarzan, non ? Ouais. Donc quand on lui dit d'apprendre le verbe et celui qui fait l'action dans la phrase, là j'ai un problème. Donc ça va pas louper, il va me dire pourquoi c'est le verbe qui fait l'action alors que c'est Tarzan. J'ai dit parce que le verbe ça veut dire la parole en latin et que Dieu dit dans la Bible que la mer se sépare des terres. Et quand il a parlé, d'accord, la phrase a existé et les choses se sont faites. Donc le verbe, c'est le mot, tu l'enlèves dans la phrase, il n'y a plus de phrase, donc on ne parle pas. Ah, c'est ça un verbe. Alors du coup, on part dans un jeu parce que la grammaire, elle a été construite au Moyen-Âge. Elle a été construite au Moyen-Âge par des moines donc, qui n'avaient comme référence la Bible, donc, voilà, ou leur société. Donc ils vont me dire pourquoi ça s'appelle un sujet. Ok, super. Ce sont les personnes, alors prof d'histoire, ce sont les personnes qui obéissent au roi, donc le verbe. Et ça s'appelle des sujets parce que le mot de personne au Moyen-Âge n'existait pas. Il n'y avait pas le même vocabulaire qu'aujourd'hui, donc le vocabulaire était assez limité. Et si je disais personne, ça veut dire que la pièce était vide. D'ailleurs, c'est ce que Ulysse a dit au Cyclope, je m'appelle personne. Comme ça, l'autre a dit à son père que c'était personne qui lui avait crevé l'œil.
Enfin, je vous rappelle, en fait, j'introduis un autre truc d'expliquant. C'est l'expliquant, il a tendance à faire du blabla, à vous raconter pourquoi un aérodrome et un aéroport, c'est pas pareil. Parce que ça vient de air et drome piste, donc l'aérodrome c'est une piste d'atterrissage. Et l'aéroport, ça vient de portus, ça vient de passage, donc il y a des passagers dans un aéroport. Bon, du coup, on part sur vélodrome, hippodrome. Alors c'est un truc que je vous dis lorsque vous êtes en primaire et que vous devez apprendre le vocabulaire, l'orthographe. Si vous voulez que votre enfant écrive hippopotame H-I-2-P-O, vous avez intérêt à lui dire que c'est cheval. Hein. Sinon, il va vous l'écrire H-I-P, H-Y-P. Enfin voilà, mais il a besoin d'avoir l'étymologie du mot. Et il ne faut pas stresser, en général, quand il ouvre, c'est pour la vie. Mais ça prend un certain temps et c'est une des principales causes des fautes d'usage. Alors pour les mots invariables, c'est encore plus compliqué. Donc parfois j'utilise des trucs, ils me disent Carole, pourquoi est-ce que bout de debout il y a un T? Et je dis, bah, t'as pas une idée, c'est mieux quand ça vient d'eux. Et j'ai une petite qui avait 7 ans qui m'a dit, non mais attends, je crois que c'est une béquille qui tient le mot droit. Donc je m'en souviens parce que c'est vraiment mignon. Puis du coup on a joué avec dehors et dedans, écharpe avec le S. On met une écharpe, on ne met pas une écharpe à la fin du mot. Voilà, dehors, dedans, il y a un S à la fin. L'expliquant, souvent, il n'est pas bon en orthographe. D'usage. Mais il peut être aussi mauvais en orthographe de grammaire parce qu'il n'a pas compris ce que voulait dire accorder. Accorder, c'est un mariage. Hein. Des personnes se mettent d'accord entre eux. Et donc, ne stressez pas, une fois qu'il l'a compris, il va le jouer tout seul. Mais ce qui est pas mal, c'est d'avoir Wikipédia. Honnêtement, Wikipédia, étymologie, origine de la règle, c'est super. Donc si vous prenez l'habitude avec votre enfant de vous mettre sur Wiki, c'est génial, parce qu'après le réflexe se met automatiquement et il va utiliser l'ordinateur comme un outil. Alors ça peut être compliqué, maintenant je monte un peu en âge. Quand j'arrive au collège, quand je demande à un jeune de justifier quelque chose, le concept de justifier, c'est parce que, je t'explique. Mais dans le système scolaire, justifier, ça veut dire donner une définition en premier, donner des exemples, parce que je suis blonde, encore, je vous fais un argument dans ce sens-là. Et après, j'explique avec mon cours. Parce que s'il fait qu'expliquer, il va avoir 1 point, 2 points sur 4. C'est tout. Alors qu'en fait, il connaissait sa leçon. Si je dis définir, quand je définis, je donne un exemple. Alors que lui, il va faire que définir. À la moitié des points. Il ne donnera pas la formule, par exemple, de la règle. Il va vous la réciter, mais il ne donnera pas la formule. Donc, fini. Donc, l'expliquant, il est très conceptuel, quoi. Il s'arrête franchement au concept. Alors, on va aller plus loin. L'expliquant également a du mal, après je passe à l'appliquant, il a du mal à extraire la méthode que l'enseignant lui montre. Si vous voulez, moi, quand j'ai un jeune en 6e, je vais poser la question sur un document, en quelle année a été publié le document ? Quelle est la nature du document? Qui a écrit ou a peint ce document? Puis après, je lui dis, qu'est-ce que tu peux observer au premier plan? Ou après, je lui dis, qu'est-ce que tu peux observer à l'arrière-plan? Et après, je lui dis, décris la scène, explique-la. Alors là, l'expliquant, super. La scène, il a tout retenu. On raconte son cours. Mais il n'a pas retenu, si vous voulez, je viens de vous donner la technique d'un commentaire de document. Hein. Mais l'expliquant retient, si vous voulez, uniquement le concept, la théorie, mais pas la méthode qui a été employée. Donc c'est vraiment important de faire avec lui le « on sait que, or donc » qui marche dans toutes les matières. On sait que, or donc, c'est incontournable. L'appliquant à l'inverse, alors lui c'est un comment. Et alors lui il me dit oui, on m'a pas dit comment il fallait faire. Donc avec celui-là je suis plus du tout expliquante, hein, on change. Et je dis ben vas-y, comment tu dois faire? Et ben il va me faire 1, 2, 3. Je dis, bah, c'est bon, vas-y, continue. L'appliquant, il a besoin, lui, il va extraire, alors c'est très drôle parce que quand je discute avec eux, ils me disent, alors, le cours, il fonctionne comme ça, toc, toc, toc. Okay. Pour répondre, il faut faire comme ça. Et en fait, il me décortique les choses de façon, on va dire, process. Et il adore ça. Alors, dans un couple, il y a celui qui adore les modes d'emploi, qui les respecte.
et il y a celui qui les déteste. Alors, je vous rappelle que c'est des curseurs, hein. Alors ça peut être plus ou moins souple. On peut, par la force des choses, bon, moi je suis enseignante, je ne vous dis pas si je suis applicante ou expliquante, mais j'irai faire des protocoles d'un côté et des concepts de l'autre, hein. J'irai de l'un à l'autre. Le danger de l'applicant, c'est plutôt quand il arrive au lycée, parce que une des parties essentielles d'une introduction, c'est de définir les mots. Si vous ne les définissez pas, moi j'ai vu un devoir sur la réplication cellulaire, hein, cellules qui se divisent, et donc le jeune, je lis l'intro, puis je lis le devoir, et puis ça continue, etc. Il n'y a pas une seule fois, c'est une fille, elle ne me dit ce que c'est que la réplication cellulaire. Donc c'est super, elle m'a expliqué toutes les étapes, tout. Mais je dis, mais c'est quoi la réplication cellulaire? Bon, j'ai vu Twilight, donc je me doute de ce que c'est. Mais je dis, il faut que tu me définisses tous les mots. Et lorsqu'un enseignant donne un sujet, ça vaut presque un point dans une introduction si vous voulez, c'est de définir les mots. Voilà. Alors l'expliquant, il les fabrique, lui il ne peut pas apprendre par cœur. Donc il part d'étymologie, il fabrique sa définition. Par cœur, il n'y arrive pas très bien. Lui, il apprend par cœur, donc effectivement, ça va mieux, il peut apprendre des listes de vocabulaire. Lui, il a beaucoup plus de mal. Mais lui, comme ça le saoule de définir, en général, il ne le fait pas. Alors celui-là, il est assez sympa aussi, parce que c'est deux personnalités très très différentes. Le composant, c'est quelqu'un... Alors, déjà, vous voyez, je peux avoir plusieurs options si on fait des probabilités, hein. Le composant, c'est quelqu'un qui veut faire juste, et qui, pour faire juste, cherche la bonne réponse. Et quand moi je l'ai montré dans une copie qu'il a fait juste comme ça, il va imiter. Si vous voulez, j'ai un jeune, il devait faire une écriture d'invention sur une guerre des gangs. Il a fait une super écriture d'invention sur la guerre des gangs, d'ailleurs il a eu 16. Et donc c'était un première. Et la fois d'après, il devait faire une dissertation sur la violence. Comme il avait fait 16 et qu'il avait fait une super production, je vois arriver la copie sur la disserte, la même chose. J'ai dit, ça c'est une dissertation, tu vois, alors ça va pas marcher. Mais en fait, il avait imité la technique de la fois précédente, avec quasiment le même vocabulaire. Alors un composant, si je lui pose un quiz du style le plus facile qui me met à la tête, c'est celui que je fais toujours, c'est qui a découvert le continent américain entre Cortés, Pizarro et Christophe Colomb. Il va vérifier, si vous voulez, toutes les bonnes réponses pour être sûr que la bonne, c'est bien la bonne. Alors, c'est un peu moins efficace que de virer la mauvaise, hein. Alors, celui-là, celui qui vire et qui dégage et qui trie par élimination, c'est l'opposant. Donc, le composant, quand il lit sa copie, cherche que les réponses justes et ne regarde même pas ses erreurs. Et il voudrait avoir la solution pour pouvoir faire juste la fois d'après. Il ne parle qu'en juste. L'opposant, ce qui l'intéresse, c'est les erreurs. C'est quelqu'un qui se construit sur les erreurs. Alors, il va cibler, si vous voulez, l'erreur potentielle en orthographe. Donc lui, vous marquez hippopotame, vous encadrez les deux P. Il sait que dans hippopotame, l'erreur, c'est les deux P. Quand il fait revenir hippopotame, c'est ah oui, les deux P. Quand il apprend sa SVT, par exemple, la SVT, on étudie toujours des cas particuliers. Donc quand je fais les fumeurs, je sais que c'est un cas particulier de la respiration. Donc vous lui faites apprendre les 3 cas particuliers, il y en a un des 3 qui va tomber le jour du contrôle. C'est le fumeur, le sportif, et puis, il m'en manque un, celui qui a de l'asthme. L'opposant, quand il joue au tennis, quand il fait un sport, si vous faites un sport vous-même, il va mettre sa stratégie en place sur « je vais jouer sur le point faible de la personne en face ». Donc ça c'est sympa quand vous jouez avec un opposant parce qu'il va vous balader, il va tester toutes les possibilités sur le premier jeu et à la fin il vous écrase sur votre point faible. Le revers, le coup droit, etc. C'est une stratégie. Alors c'est vrai que pédagogiquement, si vous êtes opposant et que vous voulez aider votre enfant, vous allez lui montrer ses points faibles. Je vous conseille de donner les solutions directes. Parce que l'opposant qui a fait une erreur, s'il n'y avait plus une pas la faire, il ne l'aurait pas faite, hein. Donc, lui, ne demandez pas de chercher, donnez-lui la solution directe. Et le composant, il déteste. Même pas essayer. Un opposant, en général, il est très bon en orthographe. Vous voyez, je vous ai fait lever la main sur le texte pour vous demander qui était gêné. Le texte sur la globalité, là où il y avait toutes les lettres inversées. Quand ça passe, et qu'on est opposant, ça fait comme ça.
Si vous êtes vous-même opposant, quand vous lisez un rapport, c'est plus fort que vous, vous lisez votre rapport, et bien là, vous voyez les coquilles de frappe. Voilà, c'est radical. Vous allez également voir les fautes d'orthographe, évidemment. Il faut imaginer qu'un opposant est très gêné par l'orthographe parce que son empreinte mentale ne correspond en général au mot juste, si vous voulez, pour lui. Et à la difficulté du mot qui va ressortir. Si vous êtes opposant, quand vous lisez une copie, qu'il y a ça et il y a plein de fautes, vous êtes d'abord obligé de corriger les fautes pour pouvoir lire le texte. Donc vous imaginez les ados aujourd'hui qui sont en orthographe, voilà. Mais votre enfant qui peut ne pas être mauvais, qui peut être mauvais en orthographe parce qu'il est expliquant, bien qu'opposant, vous verrez que quand il vous envoie un texto, il est rédigé. Les composantes ont tendance à abréger tous leurs trucs là. Les opposants rédigent leurs textos. Ou moi, quand je travaille avec un jeune opposant, il me met des majuscules partout. Dès qu'on tape sur un schéma ou je sais pas quoi, il me met des majuscules. Même s'il n'est pas très bon en orthographe, parce qu'il y a une dysorthographie qui va être liée aux apprentissages non étymologiques des mots. Voilà l'opposant. Bon, les belles-mères sont opposantes. Voilà. Par principe. Alors, celui-là aussi est intéressant parce que ce sont des jeunes que je vois arriver. Ah oui, un opposant, par exemple, j'ai eu un jeune, parce qu'on m'a demandé un cas particulier, hein. J'ai eu un jeune en 6e qui m'a ramené un devoir d'histoire parce qu'il m'amène toutes leurs copies. Et on lui demandait qui participe aux Jeux Olympiques. Et j'ai eu pas les femmes, pas les esclaves, pas les métèques. Super. Deuxième truc, quel est le style du Parthénon? Alors, je ne sais plus très bien, mais je crois que c'était pas dorique, pas corinthien. Super. Quelle est la mer qui borde la Grèce? Par la Manche, pas la mer Rouge. Vous notez que le concept de mer est acquis. Et ce garçon voulait vraiment faire bien, et il a eu 0. Et en fait, je lui dis, non mais, il s'appelait Paco, mais maintenant c'est bon, il a son bac. Je lui dis, mais c'était quoi la solution? Moi je suis blonde, donne-moi ce qui reste. Il me dit, ah c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je dis, la prochaine fois tu mets la solution directe, s'il te plaît. Donc tu tries par élimination, tu me donnes la solution et tu verras, tu vas avoir une très bonne note. Effectivement, il y a eu une très bonne note. J'ai eu un texto rédigé en me disant que c'était bien. Voilà. Donc ça c'est l'opposant. Par contre, vous, il vous dira toujours ce qui ne va pas. Donc votre enfant opposant va vous dire tout ce qui ne va pas. Eh bien, il a raison. Parce que quand il vous dit ce qui ne va pas, c'est qu'il vous demande de l'aide. Alors, vous ne dites pas, mais non, il faut positiver, gna 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 gna. Non, dit, ok mon cher, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? Vous allez voir, c'est fabuleux. Il va tout de suite se mettre dans une autre position à discuter avec vous. Moi, quand je fais de l'orientation avec des terminales ou des premières et qu'on part plus sur quel cursus je vais faire plus tard, puisque je ne parle pas des métiers, puisque les métiers n'existent pas encore. Donc, je demande plutôt quel cursus, quelle pédagogie va te correspondre. L'opposant, je ne demande pas qu'est-ce que tu veux faire, hein, comme école. Je dis, ok, on va lister toutes les écoles, on va dégager celles que tu ne veux pas. Ou sinon, je leur dis, qu'est-ce que tu ne veux pas faire? C'est beaucoup plus rapide. Il va me dire, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Ok, bon, après, on va se brancher sur ce qui reste. Je gagne du temps. Alors, comme vous me réglez à l'heure, évidemment, c'est mieux pour vous. L'acteur et le témoin. L'école, elle est magistrale, c'est le témoin. Un témoin, une personne témoin, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup et qui observe. C'est un jeune ou un bébé. Moi, j'adore aller au square voir les bébés. Le témoin, il est assis, il ne bouge pas, il observe. C'est reposant pour une maman. Voilà. Les témoins participent pas forcément beaucoup en classe parce qu'ils observent tout. Ils observent le prof, etc. Et ils n'interviennent que quand ils sont prêts. Donc quand ils ont la quantité d'informations nécessaires, là, ils vont se mettre en acteur et faire l'exo. Alors, évidemment, l'école est magistrale depuis la nuit des temps. L'acteur, lui, se réveille quand on dit « Ah, on va faire les exos ». Bon, de quoi il faut parler? Non, parce que là, pendant que le cours était magistral, lui, il dormait. Voilà. Et il se réveille. Alors, l'acteur doit apprendre absolument à rendre interactif son apprentissage. C'est pour ça que je vous parlais encore des nouvelles technologies précédemment. C'est qu'aujourd'hui, il y a des sites internet qui proposent des quiz, qui proposent des vidéos, qui proposent... Alors moi, je travaille beaucoup avec Maxicours, mais il est payant. Mais il y a Cartable, qui est gratuit avec un K. Il y a Français facile, Maths facile, je crois qu'il y a tous les faciles. J'en ai pas d'autres qui reviennent comme ça. Mais il y a des textes à trous pour les petits.
Il y a vraiment le quiz. Alors, il y a Cartable propose des quiz, les questions qui vont tomber, mais il faut développer. Il faut répondre en faisant on sait que or donc. Il y en a d'autres sur QCM. L'acteur doit apprendre à faire des fiches ou des schémas au lycée. Ne commencez pas à leur en faire trop tôt, mais au lycée, il doit rendre le cours interactif. C'est parce qu'il fait sa fiche ou son schéma qu'il apprend le cours, c'est pas parce qu'il fait sa prière devant. Le témoin, c'est un peu différent. C'est un jeune, je le vois arriver en ce moment en première, parce que le cours de SVT a complètement changé, et on commence par les activités d'éveil. Et quand il y a l'activité d'éveil en TP, celui-là, il ne peut pas faire le TP parce qu'il n'y a pas la leçon. Alors je lui dis, écoute, alors j'en ai beaucoup, c'est des jeunes qui marchaient bien en seconde, quand il y avait encore les leçons en premier, et puis dans tout ce qui est pédagogie active, il est très mal à l'aise, et c'est vrai qu'il y a un vrai changement en première et en terminale. Et donc lui, en sciences, et donc lui je dis, t'as qu'à lire dans le livre la suite, ça marche, c'est fabuleux. Je dis, pendant le TP, au début du TP, tu as 5 minutes, tu lis la synthèse, et après tu fais ton TP. Je dis, ah bon, je peux? Le prof ne l'a pas dit. Je dis, écoute, tu le fais et tu amènes ton livre. Et ça marche très très bien. Le témoin. Alors, il faut savoir que lui préférera peut-être des écoles où la pédagogie est magistrale. Lui, il va préférer les écoles, alors c'est souvent les écoles avec prépa intégrée, qui sont moins académiques et plus interactives, où on fonctionne avec des projets pédagogiques. Avec la pédagogie du projet, on vous donne 5 projets à faire dans la semaine. Ça, c'est pour l'acteur. Si le témoin décide d'aller dans ce type d'école qui fonctionne en pédagogie active et en pédagogie du projet, et dans ce cas-là, il le sait, il doit se créer son cours tout seul. Lui, il est déstabilisé quand il arrive en études sup parce que à l'université, enfin pas trop encore, mais dans les écoles, on change beaucoup. On passe vraiment en pédagogie active complètement. Et en pédagogie du projet, c'est pire parce que ce n'est pas des exos que je te demande, c'est vraiment des projets avec des travaux de groupe. Alors celui-là, il est sympa aussi, parce qu'il y a des gens qui apprennent avec l'humain. Là, vous êtes à une conférence, il y en a qui sont en train d'apprendre le PowerPoint parce qu'ils préfèrent apprendre sur un objet, il y en a d'autres qui m'écoutent parce qu'ils préfèrent apprendre avec ma médiation, avec moi. Voilà. Ceux-là, ils ont tendance à apprendre en cours avec le prof. Ceux-là, ils préfèrent travailler dans les livres. Si je vous renvoie dans votre scolarité à vous, il y en a qui, à partir du moment où ils se sont retrouvés en études supérieures, ils ont acheté le poly ou le bouquin du prof, ils ont travaillé dedans, et quand ils allaient à la fac, c'était que pour faire du social. Donc en fait, ils empêchaient tout le monde de travailler, parce qu'eux, ils s'en fichaient, ils apprenaient dans le livre. Même chose en vacances, celui qui aime les bouquins, il te borde sa piscine avec un livre. Celui-là, c'est quelqu'un qui va préférer les travaux de groupe. Lui, il déteste. Lui, c'est travail individuel, j'ai pas envie de me coltiner le reste. Eux, ils aiment... Alors, c'est des people. Donc, au niveau ado, c'est danger. Parce que soit ils utilisent les autres pour le loisir, donc je sors, d'accord? Soit ils les utilisent pour travailler. Donc, ça veut dire travail de groupe, travailler en bibliothèque, utiliser un faire-valoir qui va m'interroger, parce que quand ils sont petits, ils n'apprennent pas leurs leçons. C'est parce que vous les interrogez qu'ils apprennent. Ceux-là. Et je vous conseille, quand vous êtes avec les people, alors vous allez voir pour les choix aussi de jeux vidéo, c'est assez sympa. Quand vous êtes avec les people, je vous conseille de les laisser sortir et de les faire travailler après. Parce que si vous leur dites tu iras voir tes copains à 3h quand tu auras fini ton travail, le travail va être torché. Mais ouais, je l'ai fait. Puis à la fin, ils écriront même pas dans leur cahier de texte. Comme ça, ils sont sûrs que vous n'allez pas les empêcher de sortir. Donc vous leur dites, tu rentres à telle heure pour travailler ensuite. Alors, petits indices. Celui-là, quand il joue un jeu vidéo, il fait la campagne en premier et il ne joue qu'à des jeux de quête. Si vous aimez les jeux vidéo, j'ai des parents geeks. C'est le désert. Bon, ok, c'est pas grave. Ils sont avec des avatars. Vous avez vu le film, c'est pareil. Voilà. Ceux-là, ils jouent qu'à des jeux en ligne, en réseau. Ils sont toujours en connexion, voilà. Ça s'appelle des MMO. Voilà, c'est des jeux en ligne. Et ils font du social en réseau. Ceux-là, ils ont très peu Facebook, ils ne sont pas tellement actifs. Ceux-là, ils passent leur vie. Ceux-là, ils adorent le fantastique. Ceux-là, ils regardent les anges de la télé-réalité. Voilà. Alors, j'en ai d'autres. Il y a les Marseillais versus les Ch'tis. Alors, je regarde tout ce qu'ils regardent. Donc, ça me permet, moi, de discuter avec eux, si vous voulez. J'ai des vacances qui sont exceptionnelles.
Il faut que je récupère. Mais vous-même, il y a celui qui est avec le livre au bord de sa piscine et il y a celui qui ne peut pas s'empêcher d'aller discuter avec tout le monde. Hein. Alors ça, c'est le dernier. Ça s'appelle Jeune sous pression. Celui-là, alors, j'ai des jeunes qui vont être plutôt recordman. Alors, la Garandrie a choisi ce terme-là. Le recordman, c'est quelqu'un qui veut faire parfait, c'est un perfectionniste, c'est un technicien, c'est un maniaque. Il va travailler le geste, je dirais, pour que ce soit le maximum qu'il puisse donner. Lui, il me parle, il me dit, je veux m'améliorer. C'est Federer qui va faire des balles parfaites, vous voyez, nickel. C'est un recordman et lui, il va aussi me dire, bon, bah, j'ai eu mon brevet avec mention bien. Je dis, bah, c'est bien, parce que il dit non, c'est nul, je voulais une mention très bien. Mais lui, il va vous parler en notes. C'est la fille, vous savez, des enfants peut-être comme ça, qui ont 16 de moyenne et qui se mettent à pleurer quand ils ont 14. Donc la classe ne comprend pas. Il y a 2 jours, j'ai un garçon qui me dit, oui, effectivement, je ne comprends pas pourquoi elle pleure, alors que... Non, mais c'était un garçon en plus, celui-là, qui s'est mis à pleurer parce qu'il n'avait que 14. Donc j'ai même un jeune qui m'a dit, tu sais, Carole, la meilleure note, c'est 19,75. Ah, je dis, moi, je ne mets plus de carte point, mais enfin bon. Il me dit, oui, parce que je peux encore m'améliorer pour un 20. Si j'ai 20, je m'ennuie, je ne sais plus quoi faire. Je dis, oh là, ok. Alors, le compétiteur, c'est l'opposé. J'écoutais la radio ce matin, Europe 1, Al-Kabash, et je ne sais plus pourquoi ils parlaient de Laure... non, ils interviewaient Laure Manodou. Et Laure Manodou a dit qu'elle détestait la natation, qu'elle détestait la piscine, et que depuis qu'elle a arrêté de nager, à l'âge de 28 ans, elle n'a plus mis les pieds dans une piscine. Elle ne nage plus que dans la mer. Alors, elle a récolté 121 médailles. C'est ce qu'ils ont dit. Et elle a dit, moi, ce qui m'a motivée pour nager, d'abord, je déteste les entraînements, parce que lui, il s'entraîne pour s'améliorer. Celui-là, beaucoup moins. Il me dit, je détestais les entraînements, j'avais toujours mal à la tête ou je me cachais sous l'eau pour pas qu'on me voie. Et en fait, ce qui m'a permis de gagner, c'est de me battre contre les autres. Parce que ce que je veux, c'est de la meilleure. Et en fait, j'ai fait de la natation parce que c'était là où j'étais la meilleure tout de suite. Parce qu'apparemment, je correspondais à une nageuse. Mais j'aurais pris n'importe quel autre sport, j'aurais voulu être la meilleure. Mais la natation, ça m'a facilité les choses. Alors, l'enfant compétiteur, il va être bon tout de suite quelque part. S'il n'est pas bon, il arrête. Il va se désinvestir. Il faut lui donner la possibilité d'être dans les meilleurs assez rapidement, parce que là, on est en zone fragile. Le recordman, c'est un peu inteigneux, donc il va s'entraîner, puis à un moment donné, il va partir en vrille s'il n'y arrive pas. Il ne va pas y arriver parce qu'il n'a pas la méthode, parce qu'il ne se met pas en acteur, donc il apprend son taux de prière et ça ne marche pas. Mais bon, le compétiteur, il vaut mieux le mettre dans un niveau plus faible pour qu'il soit rapidement le meilleur. Et une fois qu'il s'est stabilisé dedans, alors c'est valable en sport, hein. C'est le jeune, vous achetez tout le matériel de golf, super, vous commencez le golf, il arrête au bout de 6 mois. Puis après, il vous fait le même coup au cheval, parce que c'est un sport aussi cher en matériel, et vous achetez le matériel, donc vous avez une collection Décathlon chez vous, et l'autre, il arrête, il ne veut plus rien faire. Alors, on lui donne des cours particuliers à l'avance, de façon à ce que quand il arrive finalement dans le sport, il ne soit pas parmi les nuls. Et celui-là, c'est très drôle parce que j'ai des jeunes, quand ils rentrent dans mon cabinet, très souvent, je leur dis alors comment s'est passé je les vois tous les 15 jours, quand je les suis, et je leur dis mais alors comment s'est passée ta semaine ou ta quinzaine? Il y en a une qui me dit ah, c'est super, j'ai eu la meilleure note, alors c'est une histoire vraie, j'ai eu la meilleure note en ES, en sciences sociales. Et je dis ah ouais, c'est quoi ta note? Non mais attends, c'est la meilleure note, tu te rends compte, j'ai la meilleure note, donc tout juste avec grand sourire et tout. Et elle me dit, je dis c'est quoi ta note? Elle me dit 12. Ah, je vais voir ta copie. Après, j'ai le compétiteur qui, ça c'est des compétiteurs. Et puis j'ai la jeune qui va rentrer dans, je prends des filles exprès, j'ai la jeune qui va rentrer dans mon cabinet et qui me dit, je suis trop contente, j'ai eu 2 16 et un 17. Ok? Et c'est quoi ta note? C'est quoi la moyenne de la classe? C'est la meilleure note? Bon, je sais pas. Donc je peux déjà voir un peu les tempéraments des jeunes qui arrivent chez moi. En fait, je vous les ai montrés séparément, mais en fait c'est une structure, si vous voulez, qui est personnelle et on a chacun sa propre structure. Donc moi je suis persuadée aujourd'hui qu'il y a des intelligences de toutes les façons, mais que chaque être est unique aujourd'hui dans ses façons de faire. Et quand je travaille avec un jeune, comme il connaît ses façons de faire, il peut les respecter, si vous voulez. L'expliquant au centre, c'est la galère. C'est vraiment
l'enfant, si vous voulez, le sujet central, qu'il soit expliquant, appliquant, composant, moyen, etc., au centre, c'est celui sur lequel il aura le moins de souplesse. Là, je suis avec un jeune, je travaille en orientation sur un jeune qui est acteur ici. C'est moi tout seul, c'est moi qui décide, mes parents ne me disent pas ce que je dois faire. Un acteur ne supporte pas qu'on lui donne des conseils. Quand il est planté, il vous en demandera. Mais normalement, il veut d'abord essayer tout seul en premier mois. L'expliquant au centre, comme il ne comprend pas une règle tant qu'on ne lui donne pas l'origine de la règle, genre le verbe, le sujet, pourquoi le complément d'objet second est placé avant le complément d'objet premier. Voilà. Pourquoi le participe passé s'appelle un participe passé. On ne se stressez pas, il y a des trucs, il faut juste se rendre compte que celui-là, si on ne répond pas assez pourquoi, il est en échec scolaire très rapidement, ça peut commencer au CE2. Puis il n'y a pas zéro souplesse. Alors je vous ai mis celui-là, parce que l'expliquant, s'il ne comprend pas, il est bloqué, alors là il est super bloqué. En plus il est acteur, donc dès qu'on lui dit d'apprendre sa leçon, lui il veut faire des exos. Il vous dit ce qui ne va pas, tranquille. Il travaille au dernier moment, donc il faut lui apprendre à travailler au dernier moment. Effectivement, la poésie, il ne va pas l'apprendre une semaine à l'avance, mais la veille au soir et en bloc d'un seul coup. Et puis, je ne vois pas pourquoi il va à l'école, parce que dans les bouquins, c'est beaucoup mieux. Sans Séville Junior, j'apprends tout. Voilà, ça va donner ça. Et en plus, il veut être dans les meilleurs et il ne l'est pas. Donc, non, mais il y en a qui s'en sortent très bien, qui sont très très bons avec ce profil-là. Hein. Mais bon, je vous rajoute en plus quelqu'un qui a une perception mouvement et du mouvement dans sa tête et qui bouge dans tous les sens. Vous avez un hyperactif avec un trouble de l'attention. Ça donne ça. Alors c'est terrible, hein, parce qu'il croit qu'il fonctionne mal. Alors en fait, ça c'est l'enfant idéal, vous voyez. Bon, j'aime beaucoup Kant hein, comme philosophe, donc voilà, c'est une petite phrase que j'aime bien. Moi, je conçois en fait mon métier d'orthopédagogue et puis le fait d'utiliser la gestion mentale. On vous parle beaucoup des compétences aujourd'hui, de façon générale. Alors, les compétences, il y a le savoir, tout ce que j'ai appris en cours, en connaissance. Il y a le savoir-faire, l'efficacité que j'ai quand je pratique une méthode. Mais le savoir-être, on ne vous en parle pas beaucoup. Et le savoir-être, c'est se connaître. Et parce que je me connais, parce que je suis équilibrée, je veux bien aller après gérer des savoir-faire ou aller apprendre un savoir. Et donc voilà, ça c'est ce sur quoi je travaille le plus aujourd'hui. Je suis profondément convaincue qu'un jeune qui est équilibré, qui a confiance en lui, qui connaît ses façons de faire et qui les maîtrise, ou un adulte, hein, parce qu'on est tous encore jeunes, voilà, à partir du moment où il a son équilibre et qu'il le gère avec des crises hormonales peut-être, et ben à ce moment-là, il pourra faire ses choix d'orientation, ses choix de métier et accepter les contraintes quand même d'une société. Voilà, donc je tenais à exposer un peu tout ça, en espérant que ça va vous apporter à vous de l'aide pour gérer vos enfants. Mais je pense que vous allez avoir un rôle essentiel pour vos petits-enfants maintenant.